Les réformes des examens scolaires, notamment le bac et le BEPC, font débat dans le monde de l'éducation. Des syndicats et surtout des élèves rejettent la mesure présentée comme une tentative de contingentement de l'admission. Certains y voient même une obéissance aux injonctions des institutions de Bretton Woods au détriment des élèves. Il n'en est rien, répondent les autorités, qui parlent plutôt d'une volonté de se conformer aux textes communautaires. Les réformes des examens scolaires visent-elles justement à réduire le nombre d'admissions ou l'accès aux universités publiques? C'est la question que nous posons ce soir à Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la RTB. Bonsoir à tous et bienvenue. Et comme invité ce soir, nous avons le professeur Khalifa Traoré, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Avec nous, M. Souleymane Badiel, il est le secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation nationale et de la recherche. C'est FSINTER. On va beaucoup utiliser FSINTER parce que pour écourter un peu la dénomination. Aucun souci. Et puis avec nous, M. André-Eugène Hulboudo. Il est professeur de lycée et collège, mais il est surtout fondateur d'établissement. Avec nous, M. Issaka Kaboré, chargé de la formation syndicale au Syndicat national des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire, SYNEPES. On va utiliser SYNEPES aussi. Bonsoir à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes à Controverse. Alors, je précise avant de poursuivre qu'il est possible en deuxième partie, c'est-à-dire après 1 heure de débat en plateau, de nous appeler au 25 47 99 09 pour participer à ce débat, soit en nous posant des questions ou encore en faisant des commentaires, en faisant des apports en tout cas à cette émission. Tout de suite, place au débat. On va commencer par vous, monsieur le secrétaire général, puisque c'est votre département qui porte ces réformes. Dites-nous, à partir de 2022, puisque les réformes visent 2022, en tout cas, on va dire l'année académique 2022-23, c'est ça? Ou 21-22. Voilà, 21-22. Qu'est-ce qui change dans ces examens que nous venons donc de citer? Qu'est-ce qui change concrètement? Ok, merci. Donc, en tout cas, je commence par vous remercier. Donc, remercier la TNB pour l'occasion qui est donnée, en tout cas pour pouvoir donner des explications donc, aux téléspectateurs, en tout cas à la population, parce que qui parle d'éducation, en fait, c'est toute la population qui se sent concernée. Donc, ici, il y a, depuis donc l'adoption ou la signature d'un certain nombre de textes que les gens ont nommé, que les gens appellent, parlent de réforme. Je dis bien, les gens parlent de réforme des examens. Moi, je ne parle pas tout à fait de réforme des examens pour le moment. Il s'agit de 7 textes. Donc, nous avons 6 décrets et un arrêté. Le premier décret, c'est le décret portant attribution des membres du gouvernement qui a été signé le 10 janvier, je crois, ou le 20 janvier, non, pas le 1er février, ça a été signé le 20 janvier, et ensuite 5 autres décrets qui ont été adoptés, en fait, le 10 mars. Et l'arrêté dont il y a question, ça c'est l'arrêté portant règlement du BPC qui a été adopté, je dis bien adopté, pas signé, mais adopté en novembre et signé le 17 décembre. Donc, c'est un peu à la signature donc, de tous ces documents que, bon, si on peut parler de polémique, ça s'est soulevé. Alors, exactement, SG, quel est le contenu justement de ces décrets dont vous parlez? Donc, les 5 décrets initiés par le MENA, je pense que ça ne pose pas de problème. Là-bas, il n'y a pas de polémique. Oui. Les problèmes ont véritablement commencé à partir donc, du décret portant attribution des membres du gouvernement. C'est-à-dire qu'il dit que le ministère de l'Éducation nationale a en charge l'organisation du bac. C'est le seul décret, c'est le seul document officiel aujourd'hui que nous avons. Et c'est sur ça que les gens font la spéculation.
à ma connaissance, il n'y a pas. Oui, les gens font beaucoup plus de spéculation parce que pour le moment, en réalité, le deuxième document, c'est le 31 mars que ce deuxième document a été adopté parce que à partir de l'attribution, des nouvelles attributions qu'on a données au ministère, la relecture de l'organigramme était rendue nécessaire. Et ça, c'est le 31 mars que ça a été fait. L'organigramme a été relu. A été relu. Donc, en réalité, par rapport au bac, il n'y a que ces deux documents. Le prochain document qui est en préparation, c'est officiel. Donc, le prochain document, c'est un arrêté portant création, et attribution et fonctionnement d'un comité. C'est un arrêté interministériel entre le MENA et le ministère de l'Enseignement supérieur qui va réfléchir sur les modalités des transferts. Donc, pour le moment, en réalité, donc ça on ne parle pas encore de réforme au niveau du bac. C'est pourquoi, au départ, je disais que pour moi, les gens parlent de réforme, mais pour moi, il n'y a pas de réforme pour le moment. Mais puisque vous avez dit vous-même que le bac va revenir au secondaire. Oui. Alors qu'aujourd'hui, le bac est connu être le premier diplôme universitaire. Donc, quelque part, il y a décrochage quand même et on peut parler de réforme. Oui, ça c'est vraiment intéressant. Bon, comme vous n'êtes pas enseignant, j'espère que... Et beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent aussi sont comme moi, oui, ils ne sont pas enseignants et ils ont besoin de comprendre. Oui, j'espère que ceux qui le disent, ça vient du monde non pédagogique. Parce que si ça vient du monde pédagogique, j'estime que c'est assez grave. Parce que le monde, au niveau du pédagogique, un diplôme, le CEP évalue un certain nombre d'apprentissages du CP1 au CM2. Quand quelqu'un a le CEP, ça veut dire qu'il a un certain nombre, il a un niveau à partir du CP1 jusqu'au CM2. Il a validé le cursus. C'est ça. Maintenant, quand on prend le bac étant le premier diplôme universitaire, si les gens parlent comme ça, ben, qu'on me dise, je parle au niveau des enseignants, qu'on me dise c'est quel enseignement, apprentissage universitaire que ça évalue. D'accord. Alors, pour changer un peu, je suis à vous, Monsieur Bardiel. Vous êtes clair. Oui. Le bac va devenir un diplôme plutôt de fin de cycle, c'est-à-dire du cursus secondaire. Pourquoi alors que le SG vient de dire que rien n'est encore décidé? Merci, mais je suis un peu surpris quand le SG dit qu'il y a de la spéculation et qu'il ne s'agit pas de réforme, puisque les ministres en charge de l'enseignement secondaire et supérieur de la recherche, tout comme celui du MENA-PLN, ont tenu une conférence de presse. Et dans leur déclaration liminaire, ils parlent bien de réforme. Je suis donc surpris que ce soir, j'entends dire qu'on ne parle pas de réforme. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que ce n'est pas une situation nouvelle pour nous, pour ce qui est du baccalauréat, tout comme d'ailleurs le BPC. Ce n'est pas une situation nouvelle parce que déjà en 99-2000, le gouvernement de l'époque a tenté d'aller exactement dans la même direction. Il y a eu un lever de bouclier, aussi bien de la part de nos organisations que des élèves et des étudiants à l'époque, qui a contraint le gouvernement à abandonner effectivement ce qu'il était en train d'envisager. Le problème de fond, c'est quoi? Parce qu'il ne s'agit pas de dire on décroche le bac de supérieur pour l'amener au secondaire. Il ne s'agit pas juste de dire ça. Il y a deux éléments qui se tiennent là-dedans. C'est quoi? On décroche non seulement le bac pour l'amener uniquement au niveau du secondaire, ce qui est une situation nouvelle parce qu'il n'y avait pas deux ministères en réalité distincts jusqu'en 2015 en la matière. Mais le problème de fond, c'est que cette situation est liée à une volonté d'opérationnaliser une orientation de la loi d'orientation qui dit que le bac est le diplôme de fin de cycle du secondaire. Et les ministres, dans leur conférence, le répètent bien. Tout comme les arguments qu'ils avancent
font ressortir cet aspect. C'est pourquoi il ne faut pas déconnecter les deux et on va expliquer pourquoi, justement, les conséquences vont se poser. Avant de revenir aux conséquences, il y a M. Ilboudou qui est avec nous. M. Ilboudou, vous êtes un fervent défenseur justement de ce décrochage, on va dire, de cet examen qu'est le baccalauréat. Oui. Pourquoi? Ben, écoutez, ceux qui suivent l'actualité savent qu'en 2019, j'avais déjà écrit une lettre ouverte au ministre de l'Éducation des enseignements secondaires. Et le titre de mon article, c'est « Remettre le bac à ses vrais propriétaires », qui sont les enseignants du secondaire. Le SG a parlé, les gens ont parlé de réforme. Hein. Les gens, il a si bien dit, c'est le décret qui attribue aux membres du gouvernement leur mission. Et c'est à la page 15 de 56 documents, un document de 56 pages, où il y a une petite phrase qui dit « Le ministre est chargé d'organiser le bac ». Et les gens ont parlé de réforme. On leur a demandé « Mais c'est quel document qui vous dit de réforme ?» Personne n'a sorti le document puisque ça n'existe pas. Les gens spéculent, il a si bien dit. Mais nous sommes à controverse et il y a des gens qui nous écoutent. Nous sommes là pour éclairer les gens. Vous savez, je ne suis pas du ministère et je ne prends pas parti pour des choses pour lesquelles moi je ne viens pas pour la controverse. De controverse, il n'y en a pas. La première des choses, c'est de dire, quand les gens disent, les gens spéculent. La première des choses, le bac. Mais les gens auraient pu dire que le certificat d'études, là, c'est le premier diplôme universitaire, puisque c'est le premier diplôme de tout le cursus. On doit dire que c'est le premier qui vous ouvre tout. On n'a pas dit ça. Le BPC, personne n'a dit que c'est le deuxième diplôme universitaire. Dites-moi, deux questions que je pose. Est-ce qu'il y a une personne dans le monde qui a déjà écrit dans son CV que mon premier diplôme universitaire, c'est le bac? Comment vous pouvez avoir un diplôme d'une institution dans laquelle vous n'êtes jamais allé? Vous passez le bac, vous n'allez pas à l'université. Est-ce que vous pouvez vous dire que vous êtes universitaire si vous n'avez jamais mis les pieds à l'université? Écoutez, on nous a dit que nos ancêtres étaient les Gaulois, mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Quelqu'un un jour a dit que le bac est le premier diplôme universitaire. Il n'y a pas d'argument qui fonde que le bac est le premier diplôme universitaire. On peut spéculer, on peut dire ce que l'on veut, mais ce n'est pas vrai. Et quand quelque chose n'est pas vrai, il faut avoir le courage ou l'honnêteté de reconnaître que ce n'est pas vrai. Et donc décrocher? Non, le décrochage, mais attendez, on ne décroche pas. Le BPC, le bac, appartient aux enseignants du secondaire. Ce sont nous les enseignants, avec nos inspecteurs, qui écrivent les programmes de la seconde à la terminale. Ce sont nous les enseignants qui enseignons nos élèves de la seconde à la terminale. C'est nous qui faisons leur évaluation premier trimestre, deuxième trimestre, et on organise même le bac blanc. C'est nous qui choisissons le sujet. C'est nous qui corrigeons les épreuves du bac. À l'examen. À l'examen. C'est nous qui calculons les moyennes. C'est nous qui établissons qui est admis, qui est admissible et qui est recalé. Et les professeurs qualifiés arrivent, il prend le BPC, il prend la feuille, il monte à l'étage, il dit candidat approché, il proclame les résultats, et il empoche, il dit que ça lui appartient. En tant que professeur d'université, nous disons non, attendez. Ce n'est pas vrai. Il faut remettre à César ce qui est à César. D'accord. Et donc, je dis... On revient à vous. Monsieur Kaboré, il faut remettre à César ce qui est à César, parce que ce qu'il dit est aussi tangible. Ce sont les enseignants qui évaluent déjà les élèves en classe, qui proposent des sujets, qui les évaluent. Je crois d'ailleurs que c'est quelqu'un du secondaire qui est chef du centre, je crois, ou directeur du centre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Chef de centre, ça s'appelle. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas finalement remettre l'entièreté de l'organisation de cet examen-là à ces personnes qui le font déjà en réalité? Ok, merci beaucoup, M. Gongo. Alors, je pense que le problème tel qu'il posait, il est malsain. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que ce sont les acteurs du secondaire opposés à ceux du supérieur. Parce qu'avant tout, ce sont des Burkinabés. L'opposer de cette manière, ça pose problème. Parce que le dire ainsi, le bac doit revenir au secondaire. Si je dois suivre la logique de M. Ilboudou, on devrait aller plus loin pour dire que le ministère même du secondaire devrait revenir au secondaire. Si c'est dans cette optique.
dit par exemple que le ministre ou le SG devrait revenir également aux acteurs du secondaire, que ceux qui sont au secondaire. Ça, c'est ça la logique. Si on veut tout ramener aux ceux du secondaire, que le ministère lui-même revienne aux acteurs du secondaire. C'est-à-dire que les premiers responsables soient choisis. Ne serait-ce que la partie technique, par exemple le SG, c'est un poste technique. Un inspecteur du secondaire aurait pu l'occuper. Sinon, on pourrait vous reporter que le poste de ministre est politique. Et que oui, mais au moins le côté technique, le SG c'est technique quand même. Voilà, depuis un certain temps, c'est parce que c'est avec l'avènement du nouveau régime que ça a changé. Sinon, jusqu'à un certain temps, c'était des inspecteurs du secondaire. Voilà, ce que je veux dire, ici, le dire ainsi, ça pose problème. Parce que que ce soit les enseignants du supérieur, ou que ce soit les enseignants du secondaire, eux tous concourent bien sûr à administrer cette épreuve-là aux élèves. Les enseignants du secondaire, du supérieur sont là, ils représentent l'université de Ouagadougou, ils viennent, ils président les jurys, ils signent les attestations, et bien sûr le baccalauréat, bon les gens polémiques... Et ça assure aussi de la crédibilité. La crédibilité du diplôme. Alors, les gens polémiquent sur la question du premier diplôme ou pas, en entendant le bac est un diplôme qui donne droit à l'accès à l'enseignement supérieur. Ça, c'est indéniable. Je crois qu'on va revenir dans le débat. Ce que je veux dire. Oui, j'ai suivi avec intérêt ce que M. Iloudo a développé. Je crois qu'il y a des comparaisons qui a lieu de ne pas faire. C'est-à-dire? La comparaison qui est faite entre le CEP et le bac, je crois qu'il y a lieu de ne pas faire cette comparaison. Parce que c'est deux situations différentes. Et les arguments, c'est lesquels alors? Vous me laissez terminer. Vous avez dit que personne ne dit que le bac est le premier diplôme universitaire. Allez-y, regardez le décret d'organisation du bac de 2006. Il est bien dit là-bas, ce n'est pas nous qui le disons, que le bac est le premier diplôme universitaire. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est l'histoire du baccalauréat elle-même. Le baccalauréat n'a jamais été institué au départ comme un diplôme de fin d'études du secondaire. Il a été institué, il a été créé pour entrer à l'université. C'est pourquoi en France, même jusqu'à aujourd'hui, on dit le bac est le premier grade universitaire. Le professeur Khalifa est là, il ne peut pas démontrer le contraire. On dit que c'est le premier grade universitaire. C'est pourquoi d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit dans une émission, tous ceux qui ont fait le bac au Burkina, à l'époque Haute-Volta, avant 1974, où il n'y avait pas d'université au Burkina, leur diplôme, leur baccalauréat a été organisé, chapeauté par l'université d'Abidjan. C'est une réalité. Au Niger, à côté, en 1971, ils ont tenté l'expérience justement d'organiser un diplôme de fin d'études du secondaire. Tout le monde a vu les conséquences. Le fait que justement, les titulaires de ce diplôme de fin d'études du secondaire n'avaient pas la possibilité de s'inscrire dans les universités à l'extérieur. L'autre aspect qu'il développe, et comme l'a dit Kaboré, je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire des développements qui opposent les acteurs de l'éducation. Parce que nous, on entend et on voit effectivement un certain nombre de choses qui se disent et qui se développent. Et je crois que le ministère même est en contradiction avec ce que lui-même il dit de vouloir développer un système holistique. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez développer un système holistique et vouloir cloisonner les choses. Si vous faites ça, ça ne marche pas. Moi, la question que je voudrais poser, quel est le problème qui se pose à l'étape actuelle par rapport à l'organisation du bac pour qu'on veuille le changer? Quel est le problème qui se pose? Comme ils le disent. Professeur Traoré, voilà. Quel est le problème qui se pose pour qu'on veuille aujourd'hui? Oui, avant de répondre là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, il faut, je pense, revenir là-dessus. Comme vous l'avez dit, oui. Le problème, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le bac, qu'il soit organisé par l'université ou qu'il soit organisé par le ministère de la Culture, par l'armée, tout ce que vous voulez, ça ne change rien. L'organisateur ne donne pas la qualité du bac. Ça doit être très très clair. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est un professeur d'université qui a signé le diplôme que c'est plus crédible que... C'est le contenu qui est le plus important. Okay. Ce n'est pas l'organisation. Parce que quand on dit le bac est le dernier, est un diplôme terminal,
De fin de cycle. Est un diplôme de fin de cycle, qu'on le veuille ou pas. Même si, c'est ce que je disais, je suppose que ce n'est pas des enseignants qui disent que c'est un face diplôme. de vous, ce sont des enseignants. Oui, mais c'est pourquoi je dis on fait de la spéculation, parce que pédagogiquement parlant, il ne peut pas soutenir. Il peut pas. Et ça évalue quoi? Le bac, là, ça évalue quelle formation universitaire le bac évalue? Pédagogiquement parlant, il ne peut pas le dire. Ensuite, et quand on pose le problème d'accessibilité des universités, en Côte d'Ivoire à côté, le bac est organisé par qui? Ce n'est pas la DECO, qui est une direction du ministère en charge de l'éducation, et le diplôme du bac est signé par la directrice du DECO, c'est pour le ministre de l'Éducation nationale. Il y a combien de gens qui ont des bacs ivoiriens et qui étudient dans toutes les universités au monde? Donc je pense que c'est vraiment... l'organisateur là n'est pas véritablement le problème. Au Mali, c'est la même situation. Donc, je me dis... Et ces étudiants arrivent à s'inscrire à l'université de Ouaga? De l'université de Ouaga et partout dans le monde. Oui, mais il vous pose quand même une question. Oui. Il vous demande quel est le problème. Quel est le problème qui veut aujourd'hui? Oui. Parce que ce qu'il faut dire tout de suite, les gens qui pensent qu'il faut maintenir là, dites-moi, pourquoi c'est l'université de Ouagadougou qui devrait organiser le bac? Pourquoi l'université de Ouagadougou devrait organiser le bac, par exemple, à Koudougou, alors qu'il y a une université à Koudougou? Est-ce que les gens sont au courant qu'il y a une annexe de l'office du bac à la direction régionale des enseignements secondaires et post-primaires et secondaires de Bobo, et non à l'université de Bobo? Il y a beaucoup de choses qu'on dit. Qu'on le veuille ou pas, je ne parle pas que la solution soit la bonne, je ne suis pas en train de dire ça. Mais penser qu'on doit rester comme ça, ça ne tient pas. André Gené-Boudot. Non. Nous sommes une émission controverse. La controverse, c'est la démolition des idées par les idées. Le fait de dire que je ne suis pas d'accord n'est pas un argument. J'ai donné des arguments qui disent pourquoi le bac doit être organisé par le MENA. Mais il faut qu'on détruise les idées que j'ai apportées en apportant toutes les idées. Le fait de dire que je ne suis pas d'accord, ce n'est pas des arguments. J'arrive. La deuxième chose, mais c'est parce qu'au Burkina, là, nous, on aime la bagarre. Le jour où le président va décider qu'il y a un seul ministère qui s'occupe de tout ce qui est éducation. Ce qui est éducation, là. C'est quelle université qui va organiser? C'est quel ministre qui va signer? C'est un seul ministre qui va signer. J'ai dit, il faut apporter des arguments qui détruisent les arguments. Mais l'émotion n'est pas un argument. L'émotion n'est pas un argument. J'ai apporté des arguments. J'ai dit, aucune personne n'a jamais écrit que son bac est son premier diplôme universitaire. On a dit qu'on est en train, etc. Mais le professeur a dit, mais il y a des gens qui ont passé le bac avec l'équivalent du MELA-PLN en Côte d'Ivoire et qui sont venus s'inscrire à l'université de Ouagadougou. Oui, personne n'a jamais entendu. La question que je pose, c'est de savoir quel problème y a-t-il aussi aujourd'hui avec le bac actuel pour qu'on veuille décrocher. Le problème qu'il y a, c'est que le bac est organisé par des gens qui n'ont rien à faire avec le bac. Okay. Les professeurs d'université, ils ont tellement de choses à faire à l'université qu'ils n'ont rien à foutre avec le bac, excusez-moi du terme. Et je le dis à dessein. Le terme est quand même assez... Oui, mais je le dis à dessein. Et je m'excuse si vous en voulez. Mais je dis, les professeurs d'université, ils ont beaucoup de choses à faire à l'université. Ils n'ont qu'à s'occuper de leurs étudiants qui vont venir à l'université, mais ils n'ont qu'à laisser le bac à ceux qui préparent le bac avec leurs élèves. Maintenant, je dis, il y a quelque chose qu'on va dire. Oui, ils disent, il ne faut pas qu'on oppose les gens. Je suis d'accord qu'on n'oppose pas les gens. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de minimiser les enseignants du secondaire. Ça veut dire que vous pouvez enseigner les enseignants, les enfants, mais vous ne pouvez pas les évaluer. Si on fait comme ça, j'ai peur que les enseignants du secondaire que nous sommes, on va remettre nos élèves à l'université. Comme les élèves estiment que ce sont les professeurs d'université qui doivent les évaluer, mais allez pour qu'ils vous enseignent et laissez-nous tranquilles. Si les gens ne veulent pas d'opposition, il faut qu'ils nous donnent des arguments. Qui nous disent ils vont vous donner des arguments. D'abord, M. Kaboré. Je pense qu'il faudrait que... Est-ce que ce n'est pas quelque part justice, peut-être qu'on rend aux enseignants il faudrait que M. Ilboudou quand même dépassionne le débat. Parce que quand nous parlons République, ce n'est pas une question de s'exciter. Parce qu'ici, la question du bac, il a dit que les travailleurs du secondaire n'évaluent pas. Ce n'est pas vrai. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont ceux du secondaire qui évaluent les élèves au baccalauréat. Parce qu'ils corrigent. Ce sont des professeurs. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai dit. Oui, non, parce que dans son argumentaire, il a dit, par exemple, qu'on ne peut pas dire, vous pouvez les enseigner, mais vous ne pouvez pas les évaluer. C'est ce qu'il a dit. Et ça, c'est pas une vérité. C'est-à-dire, on ne peut pas le dire ainsi, parce qu'ils évaluent. Maintenant, tout à l'heure, le RG parlait de la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale englobe tout le système jusqu'au supérieur. Comme il a déjà dit, chez nous, c'était comme ça avant, quand on le divise en deux, en MENA PLN et en MENA. Donc aujourd'hui, le ministère de la Côte d'Ivoire, il y a ceux du supérieur qui sont à l'intérieur. Donc c'est normal. Donc, on ne peut pas comparer le ministère de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire à celui du Burkina Faso, qui se remet actuellement à ceux du secondaire. Donc là, il y a contre-vérité. Il faut que quand même le SG le corrige, parce que ce n'est pas juste. Maintenant, tel que c'est dit, nous avons dit, opposer ceux du secondaire à ceux de l'université, ça pose problème. Parce que même à l'université, ce n'est pas seulement qu'il y a des universités qui travaillent. Il y a d'autres agents. Parce que le débat tel qu'il est posé, il est malsain. Maintenant, si on veut poser le problème en termes de pertinence, c'est-à-dire logiquement, on aurait dû dire que c'est ceux du secondaire qui l'organisent. Mais tel que c'est posé, c'est comme si ceux des universités, ce sont des, comme lui-même il utilise des termes assez vraiment discourtois, brigands, etc., qui viennent s'accaparer comment on appelle ça, du baccalauréat. Ça pose problème. Et moi, je pense que quand on est un intellectuel, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut poser le débat de façon intellectuelle. Demander. Avançons quand même parce qu'on commence à tourner en rond. Souleymane Badiel, dites-nous, qu'est-ce que vous redoutez justement dans... Moi, je vais utiliser le terme dans cette réforme, parce que dans tous les cas, il y aura réforme. Même si pour l'instant, ce n'est pas encore officiel et que rien n'est décidé, il y aura réforme. Qu'est-ce que vous redoutez si le baccalauréat devenait un diplôme de fin de cycle? Avant de répondre de façon précise à votre question, je voudrais revenir rapidement sur un aspect. Il faut qu'on évolue parce que le temps tourne. Qui est que la question de... C'est pourquoi j'ai demandé quel est le problème que l'organisation actuelle pose. Parce que dans cette organisation actuelle, vous avez à la fois les enseignants du secondaire qui occupent leur place et vous avez les enseignants du supérieur qui occupent leur place également. J'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Jusqu'à présent, les jurys sont présidés en Côte d'Ivoire par des professeurs d'université. Ce ne sont pas des enseignants du secondaire. C'est une évidence. Pour répondre à votre question, j'ai dit avant le début de l'émission que justement pour nous, il ne faut pas déconnecter la recherche de l'arrimage là, de la volonté de faire du diplôme là, le diplôme de fin de cycle du secondaire. Tout l'enjeu est là en réalité. Parce que, qu'est-ce que cela peut provoquer? Parce que justement, par ça, le gouvernement veut se donner les moyens légaux pour justement ne pas permettre à l'ensemble des titulaires du baccalauréat d'accéder aux universités publiques. Tout l'enjeu est là. Et du reste, ils le disent assez bien, que justement, ça doit faire partie de la suite logique du LMD. Or, nous disons que le LMD, de toute façon, le ministère connaît notre position là-dessus. Le LMD, du fait qu'il ait institué les diplômes terminaux aujourd'hui, la situation qu'il a créée, c'est que vous avez plus de 80% des étudiants titulaires de la licence qui ne peuvent pas avoir accès au master. C'est une évidence. Et c'est à ça qu'on veut arriver justement. En termes clairs, c'est un contingentement. C'est un contingentement. C'est un contingentement. La preuve en est que le gouvernement lui-même est obligé de ramener le niveau de recrutement des travailleurs de la fonction publique catégorie A1 au niveau de la licence. C'est ce qu'il vient de prendre dans les derniers décrets. Parce qu'il n'y a plus de vivier suffisant au niveau des masters pour justement alimenter ces recrutements-là. Et vous avez vu les difficultés que ça pose en ce qui concerne la magistrature. Il va vous répondre. Oui, professeur Traoré. Votre objectif aujourd'hui, même si ce n'est pas encore décidé, en tout cas entre les lignes, c'est de limiter l'accès dans nos universités, de sorte à ce que peut-être l'enfant de Guama qui vient de Soubariandougou ne puisse pas accéder à je maintiens ma position là. Quand je dis qu'il y a beaucoup de spéculations, c'est ça. Sur quoi on se base? C'est-à-dire juste, on a dit que le bac va être organisé par le MENA. On dit qu'il y a un comité qui doit être mis en place. Ces décisions-là sont prises depuis qu'on a pris l'attribution des membres du gouvernement. Avant ça, on ne pouvait pas dire ça. Dès qu'on a associé, c'est une décision politique, ça. C'est la première des choses. Dire que c'est le MENA qui organise. Et nous, en tant que MENA, quand ça sort dans nos attributions, nous, on se donne les moyens pour l'organiser. Ensuite, le problème de contingentement dont on parle, parce que c'est ce qu'ils disent, qu'il n'y a aucun papier qui ne dit ça,
Et moi, je dis que là, on confond un examen et un concours. On confond un examen et un concours. Au CP, on a un concours et un examen et on a l'entrée en 6e pour faire le contingentement. Au BPC, on a un examen et on a l'entrée en seconde pour faire le contingentement. Ici, on continue, on n'a jamais dit que le bac était un concours. C'est pas parce que le MENA organise que c'est devenu un concours. Même si c'était un concours, si on devait faire un concours d'entrée, je ne sais pas, à l'université, ça serait certainement autre ministère qui allait organiser. La réponse que vous donnez, c'est de dire qu'il n'y aura pas de contingentement. Même si vous avez votre bac, comme on le disait à l'époque au lycée, avec mention pitié, oui, vous allez vous inscrire. Vous allez partir, en tout cas, dans les dispositions actuelles, rien ne permet de dire qu'il y aura un contingentement. Ça, c'est très clair. Ensuite, le président des jurys dont il parle, tout ça, ils sont en train d'anticiper sur les travaux du comité. Le comité n'a pas encore... Dès le lendemain de l'adoption de l'organigramme, nous sommes entrés en contact avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour mettre en place ce comité. Le comité n'a même pas encore été mis en place officiellement, c'est juste les pourparlers et qu'on anticipe déjà sur les textes. Pour que les gens comprennent, à l'heure actuelle, personne ne dit que le diplôme ne sera pas signé par un professeur d'université. C'est ça? Non, pas le diplôme. Comment vous appelez ça? Le jury ne sera pas présidé? Non, personne n'a dit ça pour le moment, parce que le comité doit travailler. Ok. D'accord. Issaka Kabore, sur quoi alors vous vous fondez pour parler de contingentement, alors que là, il dit les élèves qui sont admis au bac, même avec, comme je le dis, mention pitié, peuvent s'inscrire à l'université et que personne, jusqu'à l'heure où on parle, ne dit que le jury ne sera pas présidé par des enseignants d'université. Ok, merci. Vous savez, en langue, on dit que celui qui est caché voit celui qui cherche. Alors, comme le RG l'a dit, ces réformes-là ne sont pas nouvelles. Elles ont été tentées bien avant. Et tout à l'heure... Avec ce qu'on a appelé le bac au sécos, avec voilà, les intramuros. Oui, au temps du moment où le Premier ministre actuel était le ministre de l'Éducation, à l'époque, on avait voulu que les étudiants qui obtenaient le bac, il y a des étudiants intramuros et extramuros. Ceux qui devraient accéder à l'université, ceux qui devraient rester à l'université. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on revient avec la même réforme. On dit, non, on va changer. Ça va pas changer. Si moi, je vous pose une question terre à terre. Si ça ne va pas changer, pourquoi faire une réforme? C'est ça toute la question. Il faut qu'il y ait débat. Il faut que ça, oui. Non, André Genilboulou. Oui, moi, ce que je voulais dire. Oui. Nous sommes de l'enseignement. Mais vous savez que notre enseignement est en train de piquer du nez. L'éducation est en train de piquer du nez au Burkina. Sauf celui qui n'est pas dans une classe, celui qui n'a pas des élèves en face de lui. Vous avez vu la lettre que le président de l'AESO a écrite au ministre? Vous avez vu toutes les fautes qu'il a semées en étant en première? Si nous continuons comme ça dans 10 ans, il n'y aura aucun niveau au Burkina. Il faut que nous ayons le courage de réformer notre éducation. Or, quand tu dis réforme, tout le monde brève, tout le monde ne veut pas en parler. Il faut que nous ayons le courage de dire ce sont nos enfants à nous. Et leur avenir nous appartient. On ne peut pas accepter qu'ils piquent du nez en les regardant. Or, aujourd'hui, personne ne veut qu'on fasse une réforme. Ça même déjà, ce n'est même pas une réforme. Et vous voyez tous les levées de boucliers. Il y a des études qui ont été menées depuis 1994 qui vous disent qu'il faut réformer l'éducation. Il y a des experts qui ont écrit là-dessus, depuis 1994, depuis 2011, qui ont proposé des voies de réforme. Mais chaque fois que l'on sort le mot réforme, tout le monde est sur ses dents. Mais si on ne réforme pas, nous allons avoir des étudiantes à 27 ans qui sont toujours en première. Vous croyez que ça c'est de gaieté de cœur qu'un professeur de collège va voir son élève à 27 ans qui est toujours en première? Si on ne réforme pas, si on n'introduit pas des choses dans notre éducation, mais ça ne va pas aller. Il faut que l'éducation de nos enfants, il n'y a pas quelqu'un qui aime les enfants du Burkina plus qu'une autre personne. Quand on parle des enfants de Guama, mais c'est une injure à nous autres là. Mis à part le président Roch, dont on dit qu'il a appris à marcher en tâtant un frigidaire et une tablette de télé. Nous sommes tous des enfants de pauvres, mais nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Quelle est la personne qui est contre les enfants de pauvres et ceux qui sont pour les enfants de pauvres? Je crois qu'il ne faut pas pousser l'injure jusque-là. Je dis l'éducation du Burkina, pour les choses les plus simples, qui est simplement que ceux qui enseignent évaluent les élèves.
S'il y a déjà un problème, le jour où on va dire qu'il faut qu'on change le fond en comble, notre éducation là, pour que nos enfants là soient plus performants et qu'ils puissent avoir la concurrence internationale, que les Burkinabés continuent comme au passé. Vous savez, quand les Burkinabés partaient à l'extérieur, dans les grandes universités, c'était les premiers de classe. Si nous ne réformons pas l'éducation, mais nous allons avoir tous les derniers de classe. Et là, il faut que nous ayons le courage. Et si nous pensons simplement qu'aujourd'hui, l'éducation, nous allons nous batailler comme des chiffonniers pour ne pas faire quelque chose. Une fois que quelqu'un dit qu'on va faire quelque chose, on va dire on n'est pas d'accord. Mais j'ai peur pour notre éducation au Burkina. D'accord. Suleiman Badiane. Je voudrais qu'on mène le débat en centrant sur des choses qui nous fassent avancer. Parce que si vous faites référence au contenu de la correspondance des élèves, moi je vais vous dire d'aller relire la déclaration liminaire des ministres eux-mêmes. Vous allez voir des fautes graves dedans. Non, donc ne spéculons pas sur des choses pareilles. Bon, nous sommes avec des enseignants, mais nous n'allons pas corriger quand même voilà, les discours ou les déclarations des uns et des autres. On va se concentrer à ce débat, à ce sujet. Alors, et ce qui nous concerne surtout, c'est effectivement la question de l'accès à l'université avec le bac décroché. Exactement. Et c'est pourquoi nous, on ne prend pas les choses à partir juste du décret comme le SG du MENAPLN voudrait nous le faire prendre. On prend les choses non seulement à partir de la loi d'orientation, mais avant la loi d'orientation, à partir des séminaires de Bobo de 98 et ensuite, comme vous le voyez dans nos déclarations, parce que nous analysons ces questions depuis longtemps, nous faisons référence à un document de la Banque mondiale intitulé « L'éducation en Afrique subsaharienne pour une stratégie d'ajustement, de revitalisation et d'ajustement ». Parce que vous dites que ce sont des questions économiques. Exactement. Il est orienté sur deux plans. On évolue. La diversification des sources d'investissement et puis la maîtrise des coûts unitaires. Si vous regardez les réformes qui sont envisagées là, c'est exactement à ça que c'est adossé. Quand j'ai dit tout à l'heure que le contingentement aura lieu, on n'a pas dit que c'est par test. Allons justement, vous développez quelque chose d'assez intéressant. Oui. Si on parle du gain économique, en quoi est-ce que effectivement décrocher aujourd'hui ce bac-là pourrait permettre d'avoir du gain, c'est-à-dire d'économiser dans cette organisation, puisqu'on parle d'organisation? Il y a l'organisation, mais il y a l'accès à l'université. Oui. Les deux à la fois. Exactement. Les deux à la fois. Si vous prenez l'accès à l'université, si justement un grand nombre d'étudiants n'a pas accès à l'université, ça veut dire que les parents vont être obligés de trouver les ressources pour les scolariser. On rentre justement dans la diversification des sources d'investissement et la maîtrise en même temps des coûts unitaires à l'université. Et je comprends que des promoteurs privés, effectivement, seront obligés d'aller vers il n'y a rien à les faire. universités privées. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'on a même... Parce qu'il y a des choses qui se passent, on ne semble pas faire attention, mais qui se tiennent parce que le gouvernement a une logique et il ne l'abandonne pas. On a parlé d'extramuraux et d'intramuraux tout à l'heure qui a été abandonné. Mais vous savez qu'on a nommé, il y a à peine une année, un président de l'université virtuelle au Burkina. Il y a une université virtuelle au Burkina qui a un président qui a été nommé officiellement. Vous pensez que ça correspond à quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre d'étudiants qui ne pourront pas avoir accès justement aux universités là, ils vont être obligés, on va les orienter vers là. C'est pourquoi d'ailleurs cette université fait quand même partie aujourd'hui du système là où l'université virtuelle existe, l'expérience c'est pour la formation continue. Ensuite, vous connaissez les réalités de notre pays, du point de vue de l'accès au numérique, du point de vue de l'accès à l'électricité, etc. On revient à vous. Ce sont des réalités et qui font que justement, on rentre dans cette vision de la Banque mondiale. Alors, le professeur Khalifa Traoré, vraiment, bon, ce décrochage, je vais résumer parce que c'est d'abord économique, parce que effectivement, en ne permettant
pas assez d'étudiants d'arriver à l'université, forcément le coût d'investissement de l'université va se réduire. Et peut-être que André Eugène Ilboudo veut ouvrir une université privée. Et donc il a intérêt à ce que... J'ai eu le bagarre avec les professeurs parce qu'ils ont bloqué mon dossier là. Parce que tout le problème, quand je maintiens ma position en disant l'histoire des spéculations, parce que tout ce qui est avancé, si on demande de donner ces preuves-là, il n'y en a pas. Et pour corriger... il a parlé de ce qui s'était passé avant. Ah oui, ce qui s'est passé avant, mais comment on a... C'était dit clairement aussi qu'on voulait faire ceci ou cela. Ici, on a dit on met un comité en place pour réfléchir sur le processus. Ce comité n'est même pas en place. Ensuite, autre chose que je vais dire, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut retenir qu'il y a 2 ministères, contrairement à ce que vous avez dit. Donc, vraiment... Avançons justement avec... ne revenons pas en arrière parce qu'on évolue. Mais quand quelque chose passe et qu'on ne le corrige pas, l'opinion prend que c'est vrai. Oui. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, il y a 2 ministères. Parce qu'on a dit que cette émission est effectivement pédagogique. Voilà. Oui. Aujourd'hui, votre quand... objectif, je le résume encore et je répète, c'est de limiter ces étudiants-là et les renvoyer carrément au privé. Vous connaissez le coût de l'enseignement au privé et ils l'ont dit. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas donné à n'importe qui de s'inscrire quand même à dans ces universités privées. Oui, mais d'où il tient ça? Parce que le problème qui se pose, non. Et ce que je vais dire, nous sommes sur l'organisation du bac. L'après-bac, en principe, ne relève pas du MENA. Ça, c'est la première des choses qu'il faut avoir. Ensuite, deuxième chose, quand on regarde l'implication, parce qu'on ne veut pas opposer les acteurs, hein, mais quand on regarde l'implication, et on peut nous dire juste en dehors de la présidence des jurys, c'est-à-dire où les professeurs d'université signent, président les jurys. Parce que vous-même, vous êtes professeur d'université. Oui, et moi, je suis dans le bac, j'ai corrigé le bac, j'ai choisi les épreuves, j'ai été président de jury. Donc, quand on prend en dehors des présidences de jury, il n'y a pas un seul, même le choix des épreuves, les présidents de commissions de choix, sur à peu près 37 commissions, il n'y a qu'une quinzaine qui est présidée par des enseignants de l'université. C'est ça la réalité. Donc, mieux vaut s'informer réellement. D'accord. Moi, je voulais, si vous permettez. Il faut qu'il y ait réplique parce qu'il y a une question à laquelle il doit répondre. Oui. Allez-y, Souleymane Badé. Oui, le EG demande où est-ce que c'est écrit. On n'a pas besoin d'écrire. J'ai pris l'exemple du LMD. On n'a pas écrit pour dire que l'accès au master là est contingenté. Mais de fait, ça l'est. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est un. Deuxièmement, je voudrais quand même que... je vous ai permis de répondre à la question, mais pour une question d'équité, oui. Puisque vous venez de parler tout à l'heure, je vais donner la parole à André Eugène Ilboudo. Vous savez, le problème de notre discussion... Sur la question économique. Sur la question économique, oui. C'est que on vous fait porter un chapeau qui n'est pas le vôtre. La question que je pose, la loi d'orientation de l'éducation dit l'éducation est gratuite au Burkina de 6 à 16 ans. Et pour que les élèves du primaire, les morveux, entrent en 6e, ils doivent passer un concours après leur examen. Personne n'en parle, personne ne les défend, parce qu'ils ne peuvent pas avoir des pierres pour jeter sur les gens. Quand vous avez passé l'examen du BEPC, pour entrer en seconde, il vous faut un concours pour l'entrée en seconde. Pourquoi voulez-vous que vous avez plus de 16 ans, la loi dit, on s'arrête à 16 ans, mais vous passez votre bac à 18 ans, à 20 ans, et vous voulez que l'État vous prenne gratuitement. Moi, je ne discute pas, je ne dis pas que j'approuve ce que l'on fait. Mais je suis un intellectuel qui raisonne sur le plan logique. Moi, je ne raisonne pas sur les émotions. La question que je pose, je milite pour que je suis un militant de l'éducation. J'ai milité pour l'éducation pour tous au Burkina les pétés. Je souhaite que tout enfant du Burkina puisse avoir accès à l'éducation sur le dos de l'État. Mais il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on commence dès la base pour défendre, pour que les élèves de 6e aillent à l'école gratuitement et qu'ils ne soient pas contingentés. Il faut que les gens les défendent. Il faut que les gens défendent les élèves de seconde, qu'ils ne soient pas contingentés. On vient à l'université
Et on défend les universitaires. Moi, je ne suis pas contre les universitaires. Mais ce que j'ai dit, quand vous envoyez 3000 étudiants dans un amphi avec un seul professeur, qu'est-ce qu'ils apprennent? Je crois que l'éducation du Burkina, la réforme là, il faut que tous les Burkinabés s'asseyent d'une manière froide, regarder les problèmes qui sont en face de nous. Et qu'il n'y ait pas des gens qui pensent que quand les autres veulent faire, c'est forcément mauvais. Je pense que dans la discussion, on peut s'entraider. Chacun a son rôle. Mais l'impression que l'on a, c'est que personne ne fait rien de bon au Burkina. Et tout ce que les gens veulent faire, tant que ce n'est pas nous, c'est mauvais. D'accord. Isaka Kaboré, pourquoi vous n'attendez pas justement cette commission à laquelle vous pouvez participer et d'ores et déjà vous commencez à rejeter? Permettez-moi de revenir sur l'aspect des coûts. Également, il a dit quelque chose, une contre-vérité qu'il faudrait que je relève. Au niveau de nos structures, nous avons toujours milité pour l'accès des enfants du peuple à l'éducation. Et sur cette base-là, que ce soit du préscolaire à l'université, dans nos plateformes, il peut aller s'en inspirer. Parce qu'il ne suffit pas de venir faire des déclarations, il faut lire les plateformes des syndicats. Et nous l'avons toujours exigé et nous avons toujours dit, nous sommes contre même le système des cycles terminaux. Que ce soit au niveau du CEP, que ce soit au niveau du BPC. Parce que quand on dit cycle terminal, c'est diplôme de cycle terminal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fini. Pour accéder au niveau supérieur, il faut forcément faire un concours ou un examen. Alors que l'éducation, tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont bénéficié à l'époque, bien sûr, des grâces de l'État. Ils ont poursuivi, ils sont venus aujourd'hui des autorités. Ils veulent maintenant empêcher les autres d'avancer. Ça, ce n'est pas du tout normal. Sinon, nous avons été toujours contre le système des... Comment on appelle ça? Le système des classes terminales. Par exemple, à partir du CEP, l'élève devra aller en seconde, en sixième, ainsi de suite. Maintenant, par rapport au coût, alors, ce qu'il ne veut pas dire, depuis les années 90, avec l'adoption l'application des programmes d'ajustement structurel, il est demandé à nos pays-là de se désengager, bien sûr, des secteurs sociaux, dont l'éducation. Et l'éducation, vous allez voir, le financement du secteur de l'éducation a varié autour de 16-17%. Bon, aujourd'hui, on parle de 23% à l'horizon 2021, mais ça a toujours été comme ça. Et quand on dit 17%, c'est tout le gros lot, du préscolaire à l'université. Donc, vous imaginez, est-ce que ça veut dire que réellement on veut mettre les moyens? Et quand vous regardez par rapport à la réforme en cours, parce que c'est pour l'harmoniser avec le bac EOMOA, j'ai pris l'interview d'un monsieur Ambroise Kologo, qui est le directeur, par exemple, qui est directeur de recherche en éducation formelle au niveau de MENA. Il a dit quoi? Il a dit que l'idée est venue d'une rencontre des ministres au cours d'un atelier qui a fait ressortir les différentes difficultés que les gens réglaient les difficultés en lien avec les fraudes et aussi avec le coût qui monte sans cesse. Quand vous regardez aujourd'hui la politique gouvernementale, c'est de réduire au maximum les coûts. Et on veut aller dans ce sens-là. Et le monsieur, il est clair. Donc, nous sommes allés dans ce bac-là pour réduire les coûts. Et pour nous, la réforme en cours, parce que c'est une réforme. Quelqu'un dit, si ce n'était pas une réforme, n'allait pas en faire cas. Et si ça n'allait pas changer, on laisse en l'état. Pourquoi changer pour avoir toujours le statu quo? Quand même, vraiment, ça pose problème. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on soit clair. Cette réforme-là, elle n'a ni d'autre objectif que d'empêcher ou de réduire l'accès des enfants un peu. Parce qu'on a dit qu'il faut qu'on résolve les années universitaires à l'université. Et c'est pour cela Professeur Khalifa Traoré, il termine de façon claire. Cette réforme a pour objectif de limiter l'accès à l'université. Encore une fois de plus. J'ai dit ça n'a aucun lien. En tout cas, par rapport à ce que nous avons, ça n'a aucun lien. Parce que si vous remarquez, j'ai dit le décret a été adopté, c'était le 20 janvier. Les élèves ont commencé les élèves sont sortis, c'est moi qui suis parti les rencontrer. Et à un moment donné, j'avais souhaité qu'on invite les différents acteurs, c'est-à-dire les proviseurs, les élèves, pour échanger avec eux, pour demander qu'est-ce qu'ils comprennent. Parce que quel est le problème? Mais tout de suite, en son temps, mon ministre m'avait dit non, attendez un peu. Il faut qu'on se concerte pour être sûr qu'on connaît les en dessous de la réforme. Parce qu'il ne s'agit pas de partir dire des choses et après, on va prendre le contre-pied. C'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire un certain nombre de choses. Au niveau de l'organisation, c'est clair qu'on doit relire les textes
Ça, c'est clair, puisque si c'est décroché, on l'a amené au niveau du MENA, on doit relire les textes. Si par hasard c'était écrit que le bac était un premier diplôme universitaire dans un texte donné, on va le corriger. C'est clair que ce n'est pas vrai. Pédagogiquement parlant, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi j'ai souhaité, nous sommes tous enseignants ici, on sait que le bac n'est pas un premier diplôme universitaire. Donc s'il y a quelque part, on l'a écrit, il faut corriger ces incohérences-là. Il y a des incohérences, ça c'est au moins clair. Et ça ne donne pas le problème de contingentement là. Je continue à dire que non, ça, ce n'est pas ces textes-là qui le font, c'est peut-être une décision politique. Mais pour le moment, cette décision politique n'est pas prise. Quand on a dit que ça va être attaché au MENA, c'est aussi une décision politique. Et à partir de ce moment, maintenant, nous sommes chargés de mettre ça en œuvre. C'est tout. Alors, il faut qu'on évolue parce que le temps avance. Oui, mais relever quand même la question de la oui. contribution, parce que ça donne l'impression comme si nos syndicats font juste de l'opposition. Non, nous, on est un contre-pouvoir. Ça, il faut l'admettre. Mais en même temps, nous faisons des propositions et le ministère est là. Toutes les fois qu'ils nous ont envoyé des textes, même l'organigramme du ministère, qui a institué les directions provinciales au secondaire, c'est notre amendement. C'est nous qui avons dit à l'époque il faut créer des directions provinciales au niveau du secondaire. C'est-à-dire que vous êtes permanemment consulté. Mais pour cette question, pour la question de réforme du bac, on n'a consulté personne. Ensuite, est-ce qu'il dit que ce n'est pas encore... non, mais la décision est prise. Ouais. Le problème, c'est qu'on connaît comment fonctionnent les commissions. On va vous amener dans une commission, c'est pour avaliser ce qui est déjà arrêté. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. L'autre problème qui est posé, c'est quoi? Le ministère lui-même, le gouvernement à travers le ministère a annoncé la tenue d'assises nationales sur l'éducation depuis l'année dernière. Ils l'ont même répété cette année. Qu'est-ce qui urgeait? Si on veut bien avancer, veut bien travailler à impliquer les gens pour que, comme vous le dites, il s'agit effectivement de réformer notre système. Contrairement à ce que vous dites, tout le monde est d'accord qu'il faut réformer notre système pour tenir compte des réalités de notre pays, de sorte que, au sortir de leur formation, chaque apprenant effectivement puisse s'insérer dans la vie sociale. Personne n'est contre ça. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement n'attend pas les assises nationales que lui-même il a annoncées pour avancer sur une question aussi importante que la réforme du bac et va en catimini effectivement prendre une telle décision, comme je l'ai dit, qui n'est pas nouvelle. Et on veut nous empêcher de dire que ça ne vise pas au contingentement. Ce n'est pas possible parce que ça découle justement d'une suite logique depuis un certain nombre d'années. À la limite, nous, on a l'impression que on a un gouvernement aujourd'hui qui est issu des élections, qui estime donc qu'il a de la légitimité, donc de ce point de vue, même des choses que, à un moment donné, les Burkinabés avaient travaillé à faire arrêter, il les ramène sur la table. On est dans cette situation aujourd'hui. On va évoluer, parce que là, on va se résumer. Vous redoutez qu'il y ait contingentement à l'université en décrochant le bac. Le ministère répond qu'il n'en est rien. Vous avez le bac aujourd'hui avec mention passable, mais si vous avez 10,00 à la rentrée académique, vous pouvez déposer vos dossiers à Campus Faso et vous serez à l'université. L'autre chose qui est redoutée par les élèves, puisqu'ils ont manifesté, vous l'avez dit, c'est une double suppression. D'abord, semble-t-il, présumée suppression du second tour au baccalauréat et au BPC, et puis suppression des sujets au choix. Pourquoi? Ok, oui. Là-bas, c'est une question de controverse aussi. Oui. Je pose la question si eux aussi ils sont opposés à ça. C'est question de controverse. Notre position sur cette question. Ils vont répondre, ils auront droit à la parole, ils vont répondre. Ils sont là dans tous les cas. D'accord. Lorsqu'un sujet est convoqué sur cette table, c'est qu'il y a opposition, forcément. Okay. Allez-y. Alors, donc, ce problème du BPC est issu en fait de l'arrêté portant règlement. C'est pas portant organisation du BPC, mais c'est portant règlement du BPC. Alors, cet arrêté a été adopté en novembre avec les acteurs.
Quand je parle des acteurs, c'est les enseignants, les partenaires sociaux, les encadreurs et l'administration. Je pense qu'on a rassemblé plus d'une soixantaine de personnes et pratiquement tout le monde était d'accord. Ça n'a posé aucun problème. La FNDR était représentée. Et quelle était sa position? Ben, lui, sa position, il ne s'est pas opposé. Il a dit qu'il se réserve. Non, il a dit qu'il se réservait. On lui a posé la question en tant que... Parce que c'est un conseiller d'histoire géo. Donc sa discipline est concernée. On lui a dit maintenant, en tant que conseiller, parce que c'est des arguments pédagogiques qui étaient avancés. En tant que conseiller, quelle est sa position? Et il a dit non, il n'était pas là en tant que conseiller, mais il était là en tant que représentant des syndicats. Donc, en ce temps, ça devient une opposition de principe, mais pas une opposition dans le sens pédagogique. Oui, ça devient une opposition de principe. Vous aurez droit à la parole, il n'y a pas de souci. Donc, oui. maintenant, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi vous devez... Voilà, on va réformer, oui, on va arriver à ça. Réformer. C'est la question que je vous d'abord, pose. il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de question orale, là, ça c'est... Le deuxième tour, là, ça c'est pas du tout vrai. Ça c'est pas du tout vrai, il y a le second tour. Ça c'est... Vous pouvez me permettre que je vous Oui, cite, on a ça ici. Non, j'ai ça ici. C'est bon. Allez-y, allez-y. L'article 5 dit l'examen du BPC se déroule en une seule session annuelle, qui est la session du mois de juin, et en 2 tours. Le débat est clos. Tous ceux qui spéculent sur il n'y a pas de second tour là, c'est écrit. C'est l'article, c'est l'arrêté 378 du 16 février 2020. Mais on a monté nos élèves là-dessus. Mais voici ce que dit l'article. Et l'article 46, 47 et 48 précise comment ça toutes se les fait? conditions. Donc là, c'est complètement faux. Il n'y a pas de suppression Ensuite, on continue du second maintenant. tour. Oui. On Il vient y aura maintenant- au moins suppression d'un sujet au Oui, choix, voilà, c'est ça. On en vient sur ça. SVT et en Et histoire. en histoire géo. Ça, c'est quelque chose qui a été adopté donc, en novembre et signé en décembre 2020. 17 décembre 2020. Et donc, si vous remarquez, il n'y a pas eu tellement de problèmes là-bas, parce que tous les acteurs étaient là. C'est normalement eux-mêmes qui auraient pu porter, s'il y avait eu des problèmes, c'est eux qui auraient pu porter l'information ou la sensibilisation des élèves. Alors voilà, d'un point de vue pédagogique, on va expliquer. Avant, les épreuves telles que c'était organisé, en fait, quelqu'un pouvait réussir au BPC parce qu'il a eu de la chance. On est tombé, entre guillemets, dans son domaine de définition. Il a bossé une partie et on tombe sur ça. Il a la chance, il passe. Comme quelqu'un pouvait échouer par malchance. Il a bossé, il comprend peut-être 80% du programme, mais le sujet est tombé sur la partie juste qu'il n'a pas eu à apprendre. Avec donc l'évolution des sciences de l'éducation, et notamment avec les sciences de l'évaluation, il y a ce qu'on a appelé les tableaux de spécification qui sont venus. C'est-à-dire parce que... Alors, on va parler en français facile. Français facile, En surtout. français facile. Si vous avez... le programme est constitué d'un certain nombre de parties. Donc, et chaque partie représente un pourcentage dans le programme. Dans le programme global. Dans le programme global. Maintenant, on choisit, dans le temps, on ne faisait pas ça. Depuis 2012, on arrive à choisir chaque partie avec son poids. Le poids représentant la partie dans le programme. De telle sorte qu'un sujet valable aujourd'hui en histoire géo devrait avoir tous ces poids-là. On doit avoir ça. De telle sorte que si vous prenez C'est-à-dire du premier chapitre au dernier, oui, on doit avoir des pourcentages. une représentation dans le Oui, sujet. dans le sujet. Ok. De telle sorte qu'en principe, si on fait un deuxième sujet, les sujets valables sont équivalents. Donc, en réalité, dès que vous faites maintenant un choix, le sujet au choix, ça devient tout à fait inutile. Ça, c'est depuis seulement 2012 qu'en réalité, on a fait ce travail-là a été fait. Et je pense que ça s'explique essentiellement par l'évolution des sciences de l'évaluation. André Eugène qui veut compléter. Oui. Nous sommes des enseignants et nous militons pour la vérité, pour la justice et l'équité. Est-ce que vous pouvez comprendre que vous soumettiez 2 élèves qui passent le même examen avec 2 sujets différents et vous les classez sur la base de 2 sujets différents que vous leur avez donnés?
C'est une question de justice et d'équité. Ça veut dire que vous allez avoir des élèves et vous allez les classer sur le nombre de points, par exemple pour l'entrée en seconde. Parce que peut-être le programme est vaste. Oui, et que mais je maîtrise mieux non, tel ce ou que tel je vais domaine, dire, ce que je vais dire. Et qu'en prenant peut-être le sujet 1 ou le sujet 2, je peux mieux m'en sortir. Attendez. Et là-bas, je peux répondre. En 2010, les programmes ont été vus dans ce sens pour réduire. C'est pourquoi je dis cette partie-là, vraiment d'un point de vue pédagogique, en principe, on ne devrait pas discuter de ça. D'accord. Vous avez eu la parole depuis un bout de temps. Ils n'ont pas réagi. Suleiman Badiel, vous avez la parole. Pourquoi vous êtes contre justement cette suppression? D'abord, je suis surpris. Je ne peux pas dire que tous les partenaires étaient là et tout le monde, c'est avec tout le monde était d'accord. Puisque nous avons exprimé clairement notre opposition par rapport à cette option. Et en argumentant, la preuve en est que le DGEC lui-même, par rapport à ce que nous avons posé, il a promis de nous envoyer une étude qui n'est jamais venue. Parce que nous avons dit, pour qu'on en arrive là, il lui fallu nous montrer une étude qui ait évalué effectivement ce qui s'est fait, la pratique qui s'est réalisée jusque-là, les difficultés qu'elle pose et les recommandations qui vont avec les avantages. Nous avons dit que nous n'avons pas vu cette étude-là. Deuxièmement, nous avons dit les programmes en histoire géo et en SVT, malgré ce que vous dites, restent des programmes vastes, au point où justement les enseignants ne les épuisent pas. On est tous sur le terrain, on le sait. Donc, troisième chose, la spécification dont vous parlez, les enseignants sur le terrain, même beaucoup d'encadreurs l'ignorent. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et on vient opérer un changement en milieu d'année scolaire sans en amont impliquer les acteurs. Les enfants vont se retrouver face à un nouvel type de sujet auxquels ils ne sont pas habitués dans leur pratique dans les classes. Vous voyez ce que ça va donner comme résultat. Ensuite, je voudrais dire à M. Ilboudo que ce que vous dites n'est pas juste. Ça ne tient pas du tout la route. Prenez le choix des sujets. Oui. Prenez l'examen justement du baccalauréat. Si vous faites l'examen du baccalauréat en français ou en philo, vous avez affaire à des choix du sujet. L'élève qui est admis à son bac A, qui aura pris le commentaire composé, ou celui qui aura choisi la dissertation, ou celui qui aura choisi la contraction des textes, on ne va pas demander pour quelle note il a eu. Il aura eu le bac dans les mêmes conditions. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas d'équité là-bas? Donc c'est un faux problème. Les sujets, le choix ont été institués sur la base des réalités. Si on doit changer, nous avons dit, pour qu'on en arrive là, il lui fallu revoir les programmes pour les resserrer de telle sorte que justement ils prennent cela. Avant de revenir à vous, puisqu'on est à 22h03, on a déjà passé l'heure de l'émission, il y a Lazare Sokundo qui nous appelle de Toessé. Nous allons l'écouter. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Gongo. Bonsoir, vous avez la parole. Voilà, ma question s'adresse directement au professeur Khalifa Traoré. D'accord. Alors, est-ce qu'il peut nous rassurer que les élèves qui auront le bac n'auront pas à passer un test pour avoir accès à l'université? Voilà, parce que bon, vous avez tellement polémiqué là-dessus, mais la question n'a pas été répondue de façon claire. Alors, je voulais aussi souligner au doyen Ilboudo parce que il a parlé qu'il faut qu'on réforme notre système éducatif parce que les élèves n'ont pas le niveau. Alors, ce qu'il a dit, ce n'est pas juste parce que si c'était pour rehausser le niveau des élèves, il faudra peut-être revoir les curricula et non ces genres de réformes. Voilà, donc c'était ça l'idéal. Revoir les curricula et voilà, c'était ça. Merci beaucoup, monsieur Sokundo. Oui. Professeur. Oui, je pense que c'est ça qu'on dit depuis le début. Hein, les deux ne sont pas du tout liés. Et l'accès au bac et l'accès à l'université et le bac organisé par le MENA, les deux ne sont pas du tout liés. Donc, ça n'empêche pas, si quelqu'un a le bac organisé par le MENA,
il pourra avoir accès, comme on dit, avec mention pitié, il pourra avoir accès à l'université. Mais attention, même maintenant, le bac organisé par l'université, les étudiants n'ont pas accès à toutes les filières. Ça, c'est clair. Il y a des endroits où ils font des tests. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Moi, je suis passé par un test pour aller au département de communication et journalisme de l'université. Mais est-ce que je peux dire par rapport à ce que... Oui. Non, je crois que la réforme, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je fais partie de 7 experts qui ont travaillé sur l'éducation du Burkina. Et nous avions dit qu'il faut arrêter avec l'encyclopédisme. Ça veut dire que nos élèves apprennent des choses qui ne valent pas la peine d'être apprises. Donc je suis en phase avec lui pour la réforme des curricula. Mais pour que nous réussissions une réforme du Burkina, je pense qu'il faut faire les assises de la vérité et de la sincérité. Parce que si les Burkinabés, entre nous ne sommes pas sincères et véridiques, on ne pourra pas réformer l'éducation. Parce que quand les choses même sont évidentes et que l'on n'est pas d'accord, quand on va réformer les curricula, on va dire qu'il faut apprendre telle chose et ne pas apprendre telle chose, on aura la vraie controverse. D'accord. Alors, il a dit quelque chose. Je voudrais que vous réagissiez parce qu'il dit, dans cette suppression-là, la réalité, c'est que sur le terrain, les enseignants même ne maîtrisent pas le système et que, forcément, effectivement, la réalité de Ouagadougou n'est pas la réalité, je me permets de dire Sobarinyandougou parce que là, au moins, je le maîtrise. Alors, donc ici, je pense que l'exemple n'était pas bon pour le bac parce qu'au niveau du bac, on n'est pas arrivé à la situation des tableaux de spécification. Les tableaux de spécification, c'est au niveau du BPC. Et les encadreurs ont été formés sur ça. Et il y a tous ceux qui travaillent au niveau des commissions de choix des sujets et autres, ces gens ont été formés sur ça. Voilà. C'est pourquoi j'ai parlé de preuves équivalentes là. Ok. Issaka Kabore. Merci. Bon, moi, je m'inscris en faux par rapport à ce que le RG a dit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les conclusions des travaux n'ont pas été rendues publiques. J'ai échangé avec des encadreurs de différents DR. Ils sont au courant de rien. Ça, c'est la vérité sur le terrain. Si les acteurs qui doivent superviser le baccalauréat ou le BPC ne sont pas au courant, c'est que ça pose problème. Et aujourd'hui, tel qu'il a dit, comme le RG l'a dit, que ce soit les enseignants, que ce soit les encadreurs sur le terrain qui doivent administrer l'épreuve du BPC, ils ne sont pas au courant des conclusions de cette rencontre. Et c'est sur quoi on s'est basé. Je prends le cas d'Histoire. Mais sur le plan justement de la dispensation de cours, je prends le cas d'Histoire. Est-ce que aujourd'hui, ce qu'il dit, ce sur quoi on se base pour composer les sujets, les enseignants sur le terrain arrivent effectivement à suivre de manière à ce que les élèves soient à jour pour pouvoir composer sans problème. Je termine parce que ce n'est pas vrai. Parce que les programmes en histoire géo et en SVT, à la fin, chaque fois on donne des polycopes. Les enseignants n'ont jamais épuisé les programmes en histoire géo. Je vous donne un exemple. L'histoire géo, nous avons compté, ça fait 19 chapitres en histoire et 22 chapitres en géographie. Ça fait 41 chapitres. En fait, leçons plutôt, je vais dire. Et chaque leçon a 2 OG. Et chaque OG doit avoir 2 OS. OG, c'est quoi? OG, on appelle ça objectif général. Et dans chaque objectif général, il y a ce qu'on appelle objectif spécifique. Ce sont les objectifs spécifiques qui sont évaluables. Donc, si on prend une leçon, elle a 4 objectifs à évaluer. Et si vous essayez de répartir ça sur les 41 leçons, ça vous fait 4 évaluations. Multiplié par 41, ça vous fait combien? Ça vous fait 164 items. Ça veut dire, en principe, si on doit couvrir tout le programme en histoire, il faut 164 questions. Et si l'élève doit prendre 1 minute par question pour répondre, ça lui fait 160 minutes. Donc ça va au-delà même des 2 heures. Donc ce n'est pas du tout possible. Ce qu'il dit, c'est en théorie. Sinon, sur le terrain de la pratique... Avant de revenir, permettez-moi de prendre M. Maxime Idogo qui nous appelle de Koudougou. Bonsoir. Bonsoir, Simon Gongo. Alors, vous êtes à l'antenne. Oui, je voulais juste contribuer. Oui, allez-y. Parce que pour moi, si au niveau du certificat, on ne prend pas tout le monde en 6e, et qu'au niveau du BPC, ce n'est pas tout le monde, tous ceux qui ont réussi au BPC qu'on prend en seconde, on ne doit pas pouvoir prendre tous ceux qui sont admis au bac au supérieur. Il va se faire lyncher. Ce que je propose, c'est qu'on prenne les meilleurs pour envoyer à l'université et que les autres, on les envoie faire des formations professionnelles. C'est une suggestion.
D'accord. Suggestion, je crois que la réaction viendra de Monsieur d'abord. Ilboudou avait déjà dit ça, défendu ça sur le plateau. Et c'est ce à quoi nous opposons. Vous savez, nous sommes dans un pays très pauvre et sous-développé. Le professeur Khalifa est là. Vous ne pouvez pas sortir du sous-développement si vous ne permettez pas à votre jeunesse d'accéder à la science et à la science de qualité, à une formation de haut niveau. Pour ceux même qui doivent concevoir peut-être un avenir autre pour votre pays-là, il faut qu'ils aient effectivement accès à la connaissance et à la connaissance de haut niveau. C'est pour ça que nous, on se bat. Il faut permettre effectivement à notre jeunesse de pouvoir se former, de pouvoir accéder à des connaissances, de bonnes connaissances, des connaissances solides qui leur permettent justement de s'insérer dans la vie. J'ai écouté une vidéo qui circule sur les réseaux à l'heure actuelle où effectivement, bon, on accuse encore notre jeunesse comme si elle ne veut pas travailler. Est-ce que c'est une vidéo sourcée? Vous êtes sûr de sa crédibilité? Bon, oui, mais moi, puisqu'il y a des images, s'il y a des images, oui, mais ça peut venir ce que de je vais dire par là, oui, c'est que il faut effectivement savoir que si c'est seulement quand les gens vont avoir une formation solide, que même du point de vue de l'auto-emploi, ils peuvent réaliser les choses. Ce n'est pas autrement. Donc, mettons l'accent effectivement sur notre éducation et une éducation de qualité. Faisons en sorte que ceux qui ont bénéficié des avantages de l'État pour être là où ils sont aujourd'hui, ils ne puissent pas empêcher les autres de pouvoir y accéder. Et nous, on sait que notre pays est à même d'assurer une éducation de qualité. Alors, je voudrais quand même, il a dit tout à l'heure quelque chose d'assez intéressant. Je voudrais que vous puissiez réagir parce qu'il dit le programme tel qu'il se présente aujourd'hui, il est quand même impossible de pouvoir le terminer et que les élèves soient prêts parce que la réalité, c'est qu'effectivement, à l'intérieur du pays, ce n'est pas toujours évident vous de voyez, démarrer à l'heure. Oui, quand je parlais des tableaux de spécifications, j'ai utilisé le terme en français facile. Et lui, il a pris en termes de leçons, comme si les leçons constituaient simplement, c'est-à-dire qu'il fallait évaluer toutes les leçons, tous les objectifs, ainsi de suite. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Si vous-même vous avez suivi en principe la formation par rapport au tableau des spécifications, vous ne pouvez pas présenter la chose sous cette forme-là. C'est pas lié, c'est pas que toutes les leçons là, on doit prendre, comment vous appelez ça, on va prendre un morceau, c'est pas comme ça. C'est toute une science qui est là. Et donc, où je suis tout à fait d'accord avec eux, il y a des efforts de formation, parce que les encadreurs ont été formés et il devait avoir des démultiplications. Donc il y a des efforts de formation effectivement à faire pour que ça puisse arriver certainement au niveau des enseignants. Mais c'est pas comme tel qu'il s'est présenté, c'est pas du tout comme ça. Parce que les programmes ont été revus en 2010 pour que justement on puisse faire ça. Maintenant, l'autre problème, penser que les programmes sont trop vastes et qu'il y a des parties du programme qu'on ne devrait pas faire, c'est contraire même à l'esprit des programmes. Non, parce que c'est un peu ça. On dit que les programmes sont trop vastes. Donc, en principe, on fait le choix pour qu'un enfant, même s'il n'a pas compris cette partie-là, c'est pas grave, il peut passer ici et qu'il réussisse. Non, en ce temps, pour moi, c'est pas la qualité en tout cas. C'est pas la qualité. Donc, il faut effectivement peut-être continuer. Nous sommes en train de travailler encore sur les curricula. Il peut y avoir des circonstances atténuantes peut-être. Ben, oui, parce que des gens nous ont posé le problème. Bon, si c'est Covid, oui, c'est vraiment des circonstances atténuantes. Mais quand c'est lié, par exemple, à des mouvements... d'enseignants, par exemple. Oui. Manque d'enseignants, oui, ça c'est... Je pense que ça, c'est des trucs objectifs où il faut effectivement travailler dans ce sens-là. Ça, je suis d'accord avec ça. Alors... Oui, moi excusez-moi parce qu'on m'a annoncé Salam Tiendrebego qui nous appelle de Koulpelugo. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Congo. Nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Et je voudrais tout d'abord féliciter les différents intervenants sur le plateau. D'accord.
Vraiment, l'émission nous va tout droit au cœur. Allez-y rapidement sur votre contribution ou votre question. Ok, moi, mon intervention va se porter sur le système de réforme. Ok. Voilà, moi je voudrais, si toutefois, je peux proposer qu'on réforme même le système même éducatif du Burkina Faso. D'accord. Pour vous, vous êtes pour la réforme? Voilà, pour la réforme du système même. De tout le système éducatif? De tout le système. Sinon, Okay. bon, et rester là à réformer les conditions d'organisation des diplômes. Voilà, si le système reste intact, Ok. on a beau réformer, bon, on va toujours repasser à la case départ. Oui, André Générboudou. Je suis... Merci, hein, merci à vous, Salam Tendrebougou. Excusez-moi, je n'avais pas eu le temps de le dire, merci. D'accord. Ce sont des efforts énormes qu'ils font pour nous appeler, participer à l'émission et aussi donner leur point de vue. Ça enrichit non seulement le débat, mais aussi ça donne des idées qu'on n'a pas forcément ici en plateau. Alors, André Générboudou. J'ai dit, quand on discute, moi je discute sur le plan des idées. Moi je ne pose pas de questions, je ne pose pas de jugement de valeur sur les personnes. Ok. Mon problème, c'est quand vous êtes en discussion et que vous dites que vous n'êtes pas d'accord et on vous demande quelle est votre proposition contraire et vous dites que nous, on n'est pas là pour proposer. C'est aux autres de le faire. Mais si vous ne voulez pas proposer, il faut que vous acceptez que ceux qui veulent faire le travail là, le fassent. Quand ils parlaient ils ont fait une session et que les gens étaient là et que les gens disent on n'est pas d'accord, on vous dit mais quelle est votre position personnelle et que la personne dit moi je n'ai rien à proposer, vous conviendrez qu'il va être difficile. C'est pourquoi j'ai dit la réforme de l'éducation doit passer par la réforme de la vérité et de la sincérité entre Burkinabés. Parce que si nous ne sommes pas là, il y aura toujours des gens qui vont vouloir faire quelque chose et il y aura toujours des gens qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Or, comme j'ai dit, l'éducation, vous savez, j'imagine que les gens nous écoutent parce que l'éducation, c'est comme sur la santé. Parce que même la dame qui vend les arachides est intéressée parce que son enfant est à l'école. Et nous devons prendre en charge tous nos enfants. Et c'est pourquoi j'ai dit, la réforme de l'éducation, là, ce ne sont pas simplement les curricula, hein, mais ce sont les valeurs même que nous devons transmettre. Et moi, en tant qu'enseignant, je transmets de la valeur. Je suis un passeur de valeur. Je ne veux pas parler à un enfant et dans 2 jours, 3 jours, il me regarde dans les yeux et je ne peux pas soulever ma tête. Parce que je lui aurais dit des choses qui ne sont pas vraies. D'accord. D'abord, Issaka Kabore. En fait, moi, je voulais revenir sur un aspect donné. Parce que quand on parlait du BPC, lui, il a déjà relevé des éléments. Par exemple, quand vous prenez le juge de français, au niveau de la partie expression, il y a 2 rédactions. Ça pose problème d'équité selon eux. Ils n'ont pas fait cas. Quand vous prenez EPS, éducation sportive et éducation physique et sportive, il y a également des options, des choix. Par exemple, la course, il y a le saut en hauteur, il y a le saut en longueur et puis il y a le triple saut. Vous faites un choix. Ils n'en ont pas fait un cas. Pourquoi c'est seulement à un niveau de histoire et de SVT que ça pose problème? Là, évidemment, ça veut dire qu'il y a un problème. L'autre élément sur lequel je voulais relever, il a parlé de sincérité, de vérité. S'il était dans ce cas-là, mais tout à l'heure, on a parlé de l'éducation. Nous avons lutté pour que l'éducation soit gratuite. C'est conformément à la loi de 6 à 16 ans. Effectivement, en 2017, il y a eu un décret qui avait été signé et qui devrait consacrer la gratuité entière cette année, l'année scolaire 2020-2021. Et ce décret a été abrogé, plutôt cet arrêté a été abrogé par un autre arrêté en août dernier. Alors donc vous comprenez, le gouvernement qui avait pris l'engagement en 2007 de faire la gratuité, il est revenu sur sa parole. Donc vous comprenez que tout ce qui est dit aujourd'hui là, le gouvernement peut remettre ça en cause, il va même le faire. Donc sur cette base-là, on ne peut pas faire, parce que le gouvernement s'est discrédité. Que ce soit dans le cadre même de la CNCE, il a pris des engagements devant toutes les autorités possibles de ce pays, devant les chefs coutumiers, devant les chefs religieux, devant les syndicats. Aujourd'hui, le gouvernement est revenu sur sa parole. C'était même ça sur les plateaux, disent qu'ils avaient le couteau sur la gorge. Et vous croyez qu'on peut faire foi à un tel gouvernement? Moi, je vous pose la question. Donc, parce que si parce que tout le problème là, si on discute, le gouvernement peut changer. Oui, il peut changer. Le gouvernement va changer, ça c'est un autre problème, parce que là, vous êtes tellement sûr de ça. Donc, moi, je pense que c'est pourquoi j'ai dit dès le départ qu'il n'y a que de la spéculation en fait. Parce qu'il y a une crise de confiance, donc qui fait que
Même quand vous dites voilà le BIC, ben, on va dire non, ce n'est pas le BIC, parce qu'il y a une crise de confiance. Le vrai problème qui se pose au niveau du Burkina, il y a beaucoup de gens qui, des fois, on veut une chose et son contraire. Il y a eu les États généraux sur l'éducation en 1994. Il y a des recommandations qui ont été faites. Pour la mise en œuvre de ces recommandations, tout de suite, vous allez voir, on se met à lutter, on arrête. On est en train de parler des États, des assises qui vont venir. Quand il a dit, ça serait bien qu'effectivement on discute de façon sincère et qu'on puisse effectivement tomber sur des recommandations et que tout le monde s'engage dans ce sens-là, ça va être mieux. Sinon, tant que si ce n'est pas ma position, je m'y oppose. Tant que ce n'est pas ma position, je ne suis pas, ça me pose problème. Parce que le choix des épreuves, là, une épreuve, il y avait au moins 60 participants à l'atelier. Si c'est une personne, même si ça représente une organisation syndicale, mais c'est une seule personne qui dit qu'elle n'est pas dedans, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Parce qu'au moins pour l'arrêté dont je parle là, tout le monde était quand même d'accord, la grande majorité, sauf une personne. Il y avait des encadreurs pédagogiques là-dedans. Même pour la réforme du bac, là, quand on parle, j'utilise le terme réforme ici, au niveau des encadreurs pédagogiques, il y a aussi un syndicat des encadreurs pédagogiques que moi j'ai reçu et qui sont disposés à nous accompagner. Et donc, vraiment, moi je pense qu'il faut avoir le fait de... C'est une crise de confiance, et on va faire ci, et on commence à faire les levées de bouclier pour quelque chose, on dit, ça arrive, attendons de voir les textes. Et si vraiment ça ne part pas dans ce sens-là, qu'on s'appuie sur quelque chose. Je crois que là, M. le SG nous demande de nous faire coiffer dans le noir, ce qu'on ne veut pas accepter. Si vous voulez être sincère, vous posez toutes les choses sur la table. On voit là où vous voulez aller clairement et on discute de tout. Mais vous ne sortez pas un bout et nous on voit bien où vous voulez aller et puis vous nous dites non, attendez qu'on fasse. Quand on va avancer là, on ne pourra pas reculer. Nous sommes conscients qu'il y a des choses que vous sortez aujourd'hui parce que justement il y a eu ce lever de bouclier là. S'il n'avait pas eu lieu, peut-être que la chose allait aller dans un autre sens. Et je voudrais aussi relever quelque chose que M. Ilboudo a dit tout à l'heure. J'insiste là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec votre façon de voir les choses. Vous avez l'impression que les syndicats s'opposent à tout, n'ont rien à proposer. Vous ne connaissez pas nos organisations syndicales. Eux, ils sont là, travaillent avec nous au quotidien. Mais vous ne pouvez pas nous demander d'avaliser des choses qui ne correspondent pas à notre vision, à notre façon d'analyser les questions. Ensuite, contrairement à ce que vous avez dit, nous avons dit que notre argumentaire est reposé sur quoi? Sur le fait qu'on n'ait pas présenté une étude montrant les difficultés de la situation actuelle et qui nécessite qu'on change. Nous avons dit également qu'il aurait fallu en amont relire les programmes pour les resserrer. Ce sont des propositions. Ce sont des orientations de propositions. On va prendre Adama Compaoré qui nous appelle des âmes. Bonsoir. Oui, bonsoir à l'émission Controverse. Vous êtes à l'antenne. Oui, je voudrais d'abord dire merci à cette émission. D'accord, allez-y, on n'a pas assez de temps, donc allez-y rapidement. Donc, je vais directement sur ma préoccupation. Ok. En fait, c'est une suggestion à M. le SG. Parce que nous avons l'impression qu'au niveau du ministère, ils ont travaillé en sorte à ce que les gens n'aient plus confiance en leurs décisions. Voilà pourquoi il y a ces controverses ce soir. S'ils travaillaient de sorte à ce que, en tout cas, les acteurs sur le terrain aient confiance aux autorités, ça allait encore minimiser ces difficultés que nous avons actuellement. Je prends un exemple tout simplement. Vous voyez, par exemple, au niveau des écoles, ils ont arrêté des activités sportives et culturelles que les gens n'ont pas pu mener. Et quand vous voyez, on organise par exemple des grands meetings, des rassemblements tels que par exemple de Genève, de quoi. Donc ça fait quand les gens suivent tout ça, ils n'ont plus confiance aux autorités. Et c'est ça qui amène les problèmes que nous vivons actuellement. Donc ma suggestion est que le ministère travaille réellement à ce que les acteurs sur le terrain aient confiance. Là, nous pouvons les suivre dans leurs décisions.
Vous voyez, ils ont supprimé toutes les formations concernant par exemple les enseignants. Et comment voulez-vous que l'éducation ait une qualité si on supprime la formation des acteurs de base? Bon, c'était ma petite contribution. Merci. Merci à l'émission. Merci à vous, Adama Compaoré. Professeur, oui. Réaction. Oui, effectivement, le problème de la suspension des activités culturelles, et sportives et culturelles, les loisirs, etc., c'est en fait lié à la Covid, parce que à un moment donné, je pense que si vous vous rappelez bien, quand on a fermé les écoles, en juin, quand on a réouvert, il y a des gens qui nous ont taxés, même qui pensaient que complètement on allait, il fallait être un peu fou pour faire ça, mais on a pu tenir. Mais pour faire la rentrée, nous avons fait en tout cas des consignes de rentrée avec un protocole pour dire qu'il faut véritablement respecter les mesures barrières. Et c'est dans ce sens que nous avons dit toutes les activités. Au départ, on n'avait pas ciblé. On avait dit toutes les activités qui peuvent faire des problèmes de regroupement, il fallait éviter. Ça, on a fait cette note-là. Et après, on voit un certain nombre de choses qui se font, comme il a dit, hein, qui ne sont en principe, ce n'est pas le ministère qui accepte qu'on organise ça. Ce qui peut être organisé par d'autres structures. Oui, mais il a parlé de campagne de meeting. Donc, voilà, c'est ça. Donc nous disons tout de suite que par rapport au ministère, nous avons donné, tant que l'état d'urgence sanitaire est là, la mesure est toujours là. Et donc, tant qu'on ne lève pas cela, en tout cas, on ne pourrait pas lever. Merci, messieurs. On est arrivé au terme de cette émission. On doit s'accorder sur le fait qu'on est parti sur deux principes. D'abord, le contingentement, l'accès à l'université et le décrochage, pour l'instant. Selon vous, il n'y a pas de limite. Celui qui gagne le bac peut accéder à l'université, même si Souleymane Badiel et M. Kaboré ont des réserves et ils vous voient venir. Et sur, effectivement, le BPC, il n'y a pas de suppression des second tours. C'est très important de le répéter. Mais effectivement, il y aura suppression des sujets au choix. Et là encore, vos vis-à-vis ce soir ne sont pas d'accord avec vous parce que ça ne respecte pas la réalité du terrain. Merci à vous, Monsieur Khalifa Traoré. Vous êtes secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Merci à Souleymane Badiel, secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation nationale et de la recherche. Merci à André Jeanne Ilboudo, vous êtes enseignant, professeur de lycée et collège, fondateur d'établissement, et puis M. Isiaka Kaboré, chargé de la formation syndicale du syndicat national des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire. Merci à vous aussi qui avez participé, qui avez suivi. Merci à l'équipe technique dirigée par Yaouma Rémi-Somé et à Hadi Sandamba et Alidou Edraogo qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bonne suite de programme sur la RTV.